bien, bonjour à tous et rebonjour. On va enchaîner sur un sujet, je vous disais il y a quelques minutes, un sujet qui forcément va vous intéresser, comment structurer au mieux sa force de vente. On va voir deux intervenants aux visions à la fois différentes, mais en même temps qui vont se regrouper, vous allez voir, à plusieurs moments. Je vous demande de vous accueillir évidemment, comme nos autres invités, avec un tonnerre d'applaudissements. Il s'agit de Arnaud Katz, le CEO de Bird Office, qu'on peut accueillir. Bonjour Arnaud. Et Raphaël Croteau, le Regional Sales Director de Salesforce. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer par une question très originale. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Bonjour à tous, je suis Arnaud Katz, le fondateur de Bird Office, start-up créée il y a maintenant presque 5 ans, 80 collaborateurs basés à Paris. Notre métier, c'est d'organiser des événements pour entreprises, donc des séminaires, des conférences, des réunions dans des hôtels, des centres d'affaires. Et derrière, on organisera toute la logistique pour un événement clé en main, donc avec les cocktails, les plateaux repas, les activités, l'hôtellerie. Et notre spécificité depuis maintenant presque 2 ans, c'est que nous faisons des contrats avec des grands groupes. Donc typiquement, on organise les 1000 événements par an pour Danone, 900 pour Siemens. Donc en fait, on fait des contrats avec des grandes entreprises et on leur permet de centraliser l'intégralité de leurs événements business. Merci. Bonjour à tous, donc Raphaël Croteau, je suis Regional Sales Director chez Salesforce en charge des services financiers et du segment immobilier pour les PME. Donc merci à tous de votre présence aujourd'hui. Merci à Arnaud d'accepter de débattre. Donc je te laisse la main, Vincent, pour nous poser les premières questions. On va commencer par une première question et rentrer dans un débat. Pour toi, Raphaël, structurer sa force de vente, c'est un peu structurer son entreprise. En tout cas, il faut s'y mettre très vite. C'est ça qui va dessiner aussi le succès ou non de l'entreprise plus tard. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ta vision par rapport à ça ? Et après, on partagera celle d'Arnaud. Oui, donc non, tu ne te trompes pas. Notre conviction, c'est que une fois qu'une start-up, peu importe le nombre d'employés qu'elle a, ça peut être un employé, 5, 10 ou 20, a un business model qui est robuste, solide et qu'elle est prête à le développer. Son objectif par la suite, c'est quoi l'objectif d'une start-up au fond ? C'est de pouvoir déployer son business model, acquérir le plus de clients le plus rapidement possible, ou alors acquérir des très gros clients selon ses cibles, pour pouvoir prendre une longueur d'avance sur ses concurrents, rassurer des investisseurs pour lever des nouveaux fonds. Donc c'est pourquoi si la start-up, dès le début de son développement, a un business model qui est scalable, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre dans son développement ? Ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a beaucoup de startups qui partent sur des solutions temporaires. Donc elles vont se dire, mettre en place une plateforme, ça va être une grosse machine, on n'est pas prêt, c'est trop tôt pour nous, et donc elles vont prendre, alors je ne vais pas citer de nom, mais une petite solution sur le CRM, une autre sur le marketing, éventuellement une autre sur le service client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certes, c'est des solutions qui ne sont pas chères et qui se mettent en place rapidement, mais elles vont siloter l'entreprise dès ses débuts. Et ces silos-là, une fois que l'entreprise aura scalé, se sera développée, ils seront compliqués à casser et vont potentiellement nécessiter des coûts qu'on n'aura pas forcément anticipés, parce que faire casser ces silos, ça veut dire casser des développements qui auront été faits, repartir d'une feuille blanche, et évidemment, quand on est 3, c'est facile, mais quand on s'en rend compte et qu'on est 30 ou 50, on a perdu du temps et potentiellement beaucoup d'argent. Et donc, voilà, notre conviction, c'est que si vous êtes prêt, si vous sentez que votre business model est suffisamment solide pour être déployé, n'attendez pas, car sinon, vous risquez de vous en rendre compte plus tard et vous aurez perdu du temps et donc de l'argent. Certaines aujourd'hui licornes françaises, je pense notamment à Doctolib qui anime une session aujourd'hui, ont lancé Salesforce, ils étaient 4. Sauf que le modèle de Doctolib, il était très clair. C'était permettre à des médecins de gérer leurs agendas, les prises de rendez-vous. Donc c'était un modèle innovant, simple, et qui est depuis d'ailleurs assez peu évolué, mais qu'ils ont pu développer et scaler. Donc ils ont commencé, ils étaient 4. Ils auraient pu se dire, attendons un petit peu. Non, mais ils étaient sûrs de leur force. Ils l'ont mis en œuvre. Bon, aujourd'hui, ils sont plus de 500, il me semble, avec le rachat de Mon Docteur. Donc ça leur a permis d'aller beaucoup plus vite.
que leurs concurrents, parce qu'ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs sur leur marché. Il y avait deux, trois noms à l'époque qui faisaient à peu près la même chose. Et le fait de s'être structuré, d'avoir structuré la machine commerciale et marketing dès le début, leur a permis d'aller beaucoup plus vite. Arnaud, chez Bird Office, vous êtes 80 aujourd'hui. Quand vous étiez 4, vous n'étiez pas encore chez Salesforce. Explique-nous un peu ta vision par rapport à ça, qui n'est pas contradictoire, mais qui est un peu différente aussi, liée à ton ADN. Ouais, on a implémenté Salesforce en janvier dernier. Le modèle de Bird Office tel qu'il est aujourd'hui, il y a eu plusieurs pivots et plusieurs évolutions. Donc du coup, nous, on a considéré qu'il fallait que notre pipe commerciale et les différentes étapes pour pouvoir structurer notre vente soient complètement comprises et qu'on soit serein pour pouvoir grandir. Donc je pense qu'au début, on a fonctionné vraiment en mode petite start-up avec des tout petits moyens. Donc on a fait avec ce qu'on a trouvé. Et c'est que récemment, on s'est senti suffisamment robuste, avec une bonne compréhension des besoins, parce qu'on a différents morceaux dans notre équipe commerciale, pour être capable après de se dire que c'était scalable et qu'on pouvait le déployer et le répliquer. Donc on a fait au début avec ce qu'on savait faire. On a vraiment essayé de parfaitement comprendre toutes les étapes de notre cycle de vente. Et aujourd'hui, maintenant que c'est complètement clair pour nous, on a implémenté Salesforce et on peut du coup essayer de répondre le plus possible aux besoins de nos équipes. Parce qu'au final, l'objectif d'un CRM, c'est de leur faire gagner du temps. On a la chance d'avoir... Salesforce est ultra paramétrable, mais pour avoir quelque chose qui sert aux équipes, il faut savoir précisément. Donc moi, à la base, j'avais très très peur de Salesforce parce que je me suis dit que c'était une très grosse machine. En fait, je pense que la clé pour bien implémenter Salesforce, c'est de savoir précisément ce qu'il faut faire pour que ça marche, quoi. Est-ce que, quand je vous écoute, je disais, je ne trouve pas ça spécialement contradictoire. Au contraire, l'enseignement que je tire, c'est peut-être que chaque cas est différent. Et alors, même si on a des problématiques aujourd'hui, comment structurer au mieux sa force de vente, et on va essayer de vous donner quelques conseils. Est-ce que finalement, une des clés du succès, c'est pas de se dire que chaque cas est unique. C'est bien d'écouter ce que disent les autres, mais il faut aussi s'adapter à son propre ADN au final et vivre ses propres expériences. C'est un peu ça le constat. Chez Bird Office, on fait de l'événementiel, donc on vend des événements. La plupart de nos concurrents sont des agences événementielles qui font ça vraiment de manière assez archaïque. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on fait 2500 événements par mois à 80 collaborateurs, quand une agence événementielle peut en faire quelques dizaines par mois. Donc on arrive à faire énormément d'événements. Donc il fallait qu'on arrive à penser l'événementiel de manière un peu différente un CRM pour une boîte qui vend du SaaS, c'est une évidence. Pour une boîte événementielle, il fallait qu'on comprenne parfaitement notre secteur d'activité. Donc il a fallu qu'on l'adapte réellement à notre business qui est l'événementiel, pour qu'en fait les personnes qui vont produire les événements puissent avoir quelque chose qui leur est très dédié. Et en fonction je crois qu'on reviendra après là-dessus, mais en fonction des différents intervenants au sein de notre équipe, qu'ils aient vraiment le produit adapté, quoi. Et donc il fallait qu'on construise et qu'on paramètre Salesforce pour qu'il soit compatible avec notre métier. Je prends un exemple tout bête. On a quelqu'un qui organise des événements pour une entreprise. Il peut organiser pour la même personne 2 événements. Quand cette personne reçoit les emails, l'idéal c'est que les bons emails aillent directement dans le bon lead, dans la bonne opportunité. Et ça fait gagner un temps incroyable aux équipes. Et donc ça, c'est toutes ces petites nuances-là qui font que c'est propre à notre activité. Donc il faut vraiment bien comprendre notre métier, après le structurer et l'implémenter chez nous. Il faut l'adapter à l'activité, il faut aussi l'adapter à la taille de l'entreprise. Je crois que Raphaël, c'est un peu aussi ton job de devoir tenir et prendre en compte la taille si on parle de start-up, de la start-up pour pouvoir au mieux conseiller. Je me trompe ? Oui, tout à fait. Après, pour nous, encore une fois, c'est pas forcément une question de taille. Je pense que la maturité d'une start-up, vous avez parfois des entreprises qui ne vont pas forcément exploser en termes de nombre de salariés, mais qui ont un modèle qu'elles vont pouvoir répliquer, elles vont pouvoir se développer sans forcément accroître énormément le nombre d'employés. Donc pour nous, c'est pas tant le nombre d'employés qui compte, mais c'est plus la maturité d'une entreprise sur son business model, où est-ce qu'elle veut aller en termes de stratégie, est-ce qu'elle veut aller à l'international, est-ce qu'elle veut délivrer de nouveaux services à ses clients, est-ce qu'elle a des processus, comme tu disais Arnaud, des processus commerciaux qui sont déjà définis, parce que un CRM ne va pas vous apprendre à vendre. Un CRM, il va supporter votre stratégie commerciale. Donc si elle n'est pas bien définie, c'est sûr que c'est compliqué. Mais je pense que ça ne dépend pas de la taille en fait, de l'entreprise. Je pense que vous le voyez aujourd'hui avec les différents témoignages clients sur les sessions. On travaille avec des entreprises de toute taille. Donc c'est plus la maturité, elle est plus dans la tête des fondateurs et sur la capacité, le caractère réplicable en fait du business model.
si on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on est ici aussi pour dégager des tips. Avant de parler de tips, j'aimerais comprendre la structuration de notre startup du jour. Arnaud, au Bird Office, comment est-ce que vos forces de vente sont structurées aujourd'hui? Donc, la première étape, donc, ça a été de comprendre les besoins de chacune des équipes. Léonard, qui est dans la pièce, qui nous écoute là, donc, a fait un énorme boulot pour bien comprendre les besoins. Donc, la boîte aujourd'hui, enfin, l'équipe Sales, qui est une quarantaine de collaborateurs, est structurée en différents morceaux. Donc, on a tout simplement ceux qui vont chercher des salles, enfin chercher des lieux. On va pouvoir ensuite commercialiser sur la plateforme. Donc, on a certains qui vont chercher des lieux, d'autres qui vont vendre ces lieux pour organiser les événements dedans. Ensuite, on a un sujet de chasse grand compte et d'implémentation grand compte. Donc, on a 4 typologies de sales chez nous. Une fois qu'on a signé un contrat grand compte, il faut que tous les utilisateurs au sein du compte connaissent la solution. Donc, on a aujourd'hui 4 typologies avec 4 parcours différenciés sur Salesforce chez Bird Office. J'ai retenu en fait pas mal de choses quand on a échangé ensemble, notamment 3 étapes clés qui sont, je pense, implémentables dans toutes les boîtes. Si ça vous va, on les parcourt une à une et vous me complétez un peu ce que j'ai retenu. Mais le premier point, il est assez intéressant parce qu'en fait, tout le monde vous dira, mais bien sûr que ça coule de source. Et en fait, de ce que j'ai compris, notamment avec vos retours d'expérience, c'est qu'en fait, beaucoup ne le font pas. C'est d'identifier la direction qu'on veut prendre, évidemment, et les étapes clés pour y arriver. Expliquez-nous un peu, alors Arnaud spécifiquement chez vous, et puis Raphaël, en termes d'accompagnement avec des startups, comment ça se passe sur justement la définition de cette direction et des axes. Alors c'est un point clé, puisque mettre en place un CRM, pour mettre en place un CRM, ça a très peu d'intérêt. Un CRM doit servir à accompagner, à servir une stratégie d'entreprise. Donc l'objectif, déjà, l'objectif, ça ne doit pas être de mettre en place un CRM, ça doit être de se dire j'ai une stratégie qui est claire, qui est bien identifiée, comment est-ce que je vais l'exécuter? Et donc quand on engage avec une start-up ou une scale-up ou peu importe, même un compte du CAC 40, on commence déjà par discuter avec les dirigeants pour comprendre quelle est leur vision et où est-ce qu'ils veulent aller. Et derrière, on peut déterminer la bonne solution. Je prends un exemple concret. Une entreprise qui voudrait par exemple augmenter le nombre de ses clients de 30%, va devoir faire de l'acquisition. D'accord. Donc comment est-ce qu'on va faire de l'acquisition? Là, on va brainstormer avec eux. Il faut qu'on augmente la notoriété de la marque. Il faut qu'on communique par exemple sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, si la société fait du B2C ou si c'est pertinent. Il faut qu'on augmente le nombre de leads et derrière qu'on augmente l'efficacité, notre efficacité sur le traitement de ces leads, c'est-à-dire identifier quels sont les leads les plus pertinents pour nos commerciaux et derrière leur permettre d'être plus efficaces. C'est là où on va pouvoir se dire, tiens, par rapport à cet objectif stratégique de l'entreprise qui est d'augmenter le nombre de clients pour in fine augmenter le chiffre d'affaires, on va pouvoir faire du marketing automation. Et là, derrière, on va positionner si vous voulez, le bon module. Mais ça vient à la fin. En fait, c'est vraiment à la fin où on se pose la question de la solution. Avant, on va mapper la stratégie, le business model, et on va redescendre progressivement les process jusqu'à la solution. Ok. Arnaud? Et nous, on l'a vraiment vécu en se disant comment on fait gagner du temps à nos collaborateurs. Voilà. Donc, ça a été assez simple. On s'est dit comment on construit l'outil pour juste qu'ils fassent gagner du temps aux équipes et que ce ne soit pas un pain pour eux de remplir leur CRM. Que ce soit simplement quelque chose qui soit avec le moins d'étapes possible, qui colle le plus possible à leur métier, et que ce soit le plus fluide et le plus... et que ça au début, c'est forcément un peu d'adaptation et derrière, que ça leur fasse vraiment gagner du temps. Et pour ça, la clé, c'est vraiment de bien l'implémenter. Salesforce, on donne un produit assez brut et il faut vraiment, le choix de l'intégrateur derrière est stratégique et là-dessus il faut vraiment se le faire recommander par des gens qui l'ont déjà fait pour avoir le bon prestataire qui vous fait gagner du temps ensuite derrière. On a parlé de la direction, maintenant si on parle du besoin qui est le deuxième axe, comment est-ce qu'on adapte justement le besoin et notamment par rapport le mot est horrible, mais par rapport aux ressources humaines, en tout cas aux équipes. Alors, pour compléter ce que disait Arnaud et pour répondre à la question, il est très important de prendre en compte la stratégie de l'entreprise, mais aussi l'utilisateur final. Puisque, in fine, le premier critère de succès d'un projet CRM, c'est l'adoption. Et comment est-ce qu'on favorise l'adoption? Il y a plusieurs bonnes pratiques pour favoriser l'adoption. Premièrement, évidemment, c'est de trouver ou de prouver la valeur ajoutée à l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur, comme tu disais, a simplement l'impression de remplir
une base de données, ça ne va pas fonctionner. En revanche, Surtout sur un CRM où en fait, ils sont obligés de l'utiliser tous les jours, quoi. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou s'il y a une étape qui est casse-pied, c'est-à-dire que vous allez forcer toutes vos équipes à s'acharner sur un produit tous les jours, à être bloqués tous les jours. Enfin, c'est le cœur de la machine, donc il est forcément ultra lean, quoi. C'est le premier critère d'échec ou de succès d'un CRM, c'est l'adoption. Donc l'idée, c'est ce qu'on fait souvent, d'ailleurs, c'est des vie ma vie. Donc on se met dans les chaussures d'un utilisateur et puis on regarde comment est-ce qu'il travaille. On regarde quels sont les challenges tous les jours auxquels il fait face pour pouvoir tout simplement lui simplifier la vie. Je pense que c'est des choses qui sont très simples parfois, mais il y a des choses parfois qui sont très simples, qui coûtent pas cher, mais qui apportent énormément de valeur. Donc ça, il faut le déterminer avec eux. Donc on prend en compte aussi bien la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller, que plus opérationnellement, quelle est la valeur qu'on va apporter à l'utilisateur. Un deuxième point, c'est la communication. Il faut communiquer beaucoup sur un projet, communiquer sur les changements. On a des clients, je pense notamment à... Alors je ne vais pas parler d'une start-up là, mais je pense notamment à Orangina qui fait des vidéos par exemple pour présenter les nouvelles évolutions de son Salesforce. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des goodies, ça peut être n'importe quoi pour créer une émulation en fait sur le projet. Et puis après on a évidemment la formation, la conduite du changement. On a parfois tendance à la mettre de côté, surtout dans les startups où tout va très vite. Et voilà. Nous, on a effectivement, on l'a fait peu de temps après, mais on l'a pas fait tout de suite. Et on s'est rendu compte que vraiment qu'ils comprennent pourquoi on le faisait et les interactions que ça avait potentiellement sur le marketing ou sur d'autres équipes étaient décisives. Donc une fois qu'on a vraiment fait de la pédagogie et que c'est vraiment dans leur intérêt, enfin qu'ils ont compris que c'était dans leur intérêt et pourquoi on le faisait, c'est sûr que tout va beaucoup mieux, quoi. Mais encore une fois, et tout changement d'outil, même si on passe de quelque chose de simple à quelque chose de simple peu importe, il y aura toujours un petit peu de le changement fait un petit peu peur. Il faut essayer de le créer, de le rendre le plus agréable et le plus facile possible. Il y a une troisième étape, le paramétrage. Et là, on rentre dans le dur. Comment ça se passe? Alors, nous, il y avait quelques critères qui ont fait que, même si on avait très peur de Salesforce, on s'est rendu compte que pour l'adapter à notre métier, que Salesforce serait la bonne solution. Donc le monde des entrepreneurs étant un tout petit écosystème, on a interrogé tous ceux qui l'avaient déjà fait, on a identifié quelques intégrateurs et ceux qu'on nous avait recommandés. Et au final, ça a été vraiment beaucoup plus rapide. C'est une amélioration continue et peut-être qu'on en reparlera ensuite, mais en tout cas le lancement s'est fait pendant les vacances de Noël dernier et ça s'est fait de manière assez... Léonard dirait que ça n'a pas été si simple, mais en tout cas pour moi, utilisateur extérieurement, il n'y a pas eu de problème sur les chiffres, ça n'a pas freiné la croissance, il y a peut-être eu beaucoup de travail derrière, peut-être de nuits blanches, je sais pas, si sûrement des nuits blanches, mais il n'y a pas eu en tout cas d'impact de 3 semaines de trou noir, en quelques jours c'était fait, quoi. Vous l'avez fait seul ou vous êtes fait accompagner? Moi, j'ai la conviction qu'on n'aurait pas pu le faire autrement qu'avec un intégrateur. Aujourd'hui, on a donc quelqu'un chez nous qui porte vraiment le sujet Salesforce, et on a nos développeurs internes qui veulent même eux-mêmes apprendre à coder Salesforce pour qu'on soit 100% autonome et que quand on veut changer quelque chose, même si je crois que Léonard maintenant il sait faire les petites modifications de code simples, mais pour des choses plus compliquées et plus poussées, du coup il faut que nos propres devs puissent être capables de modifier et d'adapter l'outil. Et c'est assez bien documenté, il y a plein de formations dans tous les sens. Ça m'amène à une question, parce que Arnaud, tu disais ça n'a pas eu d'impact sur notre productivité. Et c'est vrai que... maintenant ça l'a amélioré. Au contraire, maintenant ça a un impact positif. En tout cas, on a toujours très peur sur la transition, quoi. Bien sûr. Ce qui est très inquiétant, c'est quand on passe d'un outil à un autre outil, on ne peut pas se permettre d'avoir la production, le run qui s'arrête, quoi. Donc, et ça, on n'a pas eu du tout d'un point de vue macro, on n'a pas eu de problème, quoi. C'est souvent un frein au démarrage d'un projet pour une start-up, c'est la bande passante. Une start-up, elle a plein de projets en parallèle, elle doit se développer et parfois, elles n'ont pas forcément la bande passante ni les compétences pour réaliser ce genre de projet. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je pense que ton témoignage est important là-dessus parce que déjà, ça va vous permettre de bénéficier de l'expertise
de partenaires dont c'est le métier. Donc vous en avez beaucoup d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui. Et derrière, c'est aussi une compétence que vous allez acquérir via une transmission de compétences. Donc faites-vous accompagner, ça coûte un petit peu plus cher évidemment, mais on le conseille vivement et ça permet d'éviter l'inertie de je le ferai quand j'aurai le temps. Mais en fait la réalité c'est que dans une start-up on n'a jamais le temps. Bien sûr. Un outil qui n'est pas suffisamment performant te fait aussi plafonner. Donc à un moment donné où tu es obligé, si tu veux pouvoir scaler, de passer sur un outil plus performant. Donc je pense que plus on attend, plus ça fait mal le changement. Et plus on a de data, plus on a d'infos, et plus les transferts seront lourds. Donc voilà. Je pense que dès que le business model, dès que le flux commercial et toutes les étapes de la vente sont complètement validées, il faut implémenter une solution scalable, quoi. Je vous rappelle le thème, comment structurer au mieux sa force de vente. Si on devait définir 3-4 points clés en guise de synthèse, ce serait quoi ces points clés avec le retour d'expérience de Bird Office et puis évidemment Raphaël, la vision de Salesforce. Savoir précisément ce qu'on attend, quoi. Voilà. Je pense que ça c'est le premier point, c'est si on sait ce qu'on veut, on arrivera à obtenir ce qu'on veut. Si on n'est pas clair à la base sur le cahier des charges, il n'y a rien qui avance. Je teste. Ce que je peux dire en plus, c'est évidemment savoir où on va, avoir une approche héroïste. Un projet, c'est toujours un investissement, mais la question, c'est qu'est-ce que ça peut vous apporter derrière. Et après, je pense que choisir le bon partenaire. Je pense que c'est important d'être bien accompagné. Donc oui, savoir où on va, avoir une vision héroïste de la chose, pour pas prendre des solutions temporaires qui feraient ralentir, et puis derrière, trouver le bon partenaire. Question plus personnelle, Arnaud, c'est quoi les prochaines étapes pour Bird Office ? Notre next step à nous, c'est qu'on va se mettre à faire de la livraison dans les sièges sociaux des entreprises de toute la partie restauration. Donc typiquement, là, on va faire un pilote avec une boîte du CAC 40 où on va leur livrer sur toutes leurs entités, tous leurs services catering, donc plateau repas, cocktail en interne. Donc on leur sélectionne les traiteurs et ensuite on s'occupe de toute la logistique pour eux. Et le deuxième point, c'est qu'on accompagne nos clients, nos clients qui nous accompagnent et nous aident à aller dans d'autres pays, puisque la plupart des boîtes avec qui on travaille sont des multinationales, donc ils peuvent nous emmener avec eux pour qu'on organise leurs événements, soit à Londres, ce qu'on fait déjà, soit à Bruxelles. Et donc là, on essaie d'aller dans d'autres pays avec nos clients grands comptes qui ont cette capacité à nous tirer à l'international. Et là, vous êtes content d'avoir une solution internationale pour partir dans ces différents pays ? J'aurais pas mieux dit. Raphaël, le mot de la fin ? Oui, moi ce que je tiens à dire, c'est que nous faisons ce métier pour des entrepreneurs comme Arnaud. Notre vision de notre métier, c'est que nous sommes des accélérateurs de croissance. Et pour nous, il n'y a rien de plus valorisant d'accompagner des sociétés comme Bird Office à se développer. Donc si dans la salle, parmi vous, et j'imagine qu'il y en a, il y a des startups, des scale-up, des PME, peu importe, on les appelle comme on veut, mais qui ont envie de se développer. Vous trouverez toujours une oreille attentive chez Salesforce. Eh bien, merci à tous les deux, Raphaël, Arnaud, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Dans 10 minutes, je laisserai la parole à Anaïs Richardin, qui vient d'arriver.